C'est une révélation que personne n'avait vu venir, une annonce qui secoue la scène politique et médiatique française à sa racine. Jordan Bardella, le jeune prodige du Rassemblement national, jusqu'ici connu pour son calme implacable et son image parfaitement maîtrisée, vient de briser le silence dans une confession aussi inattendue que bouleversante, une vérité qu'il a gardée enfouie pendant des années, une vérité qui pourrait tout changer, absolument tout. Depuis plusieurs mois, des murmures circulaient, des regards échappaient à l'objectif des caméras, des gestes discrets, des absences inexpliquées, des mots non dits. Quelque chose clochait dans l'entourage du président du RN, quelque chose d'inhabituel, d'indéfinissable, une tension perceptible derrière les sourires lissés et les discours maîtrisés. Mais personne n'aurait pu imaginer cela, personne. Ce que Jordan Bardella vient de révéler dépasse tout ce que l'on pouvait soupçonner. Ce n'est pas une simple information personnelle. Ce n'est pas une banale rumeur de coulisses. C'est une onde de choc, un tremblement de terre qui risque de fissurer les fondations mêmes de son image publique. Car derrière l'homme politique se cache un homme profondément humain, déchiré entre loyauté-devoir et un amour interdit. Et cet amour, justement, n'est pas celui que les médias ou ses proches avaient anticipé. Il ne s'agit ni d'une figure médiatique, ni d'une relation, convenue encore moins d'un arrangement stratégique. Non, ce qu'il a dévoilé bouleverse les attentes, les normes et même les convictions les plus profondes de certains de ses soutiens. Une déclaration qui pourrait faire basculer les opinions, fissurer les alliances et redéfinir entièrement la trajectoire de sa carrière. Mais ce n'est que la surface du mystère, car derrière cette union révélée se cache une série de détails troublants, des coïncidences dérangeantes, des silences organisés, des absences volontairement floutées, et un nom, un seul nom, qui revient comme un murmure persistant, un nom que personne n'aurait osé associer à Bardella, et pourtant, ce nom est la clé de tout. Alors que s'est-il réellement passé dans les coulisses de cette révélation soudaine? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce choix risqué? Et surtout, qui est vraiment la personne que Jordan Bardella a épousée dans le secret le plus total? Le choc est immédiat et brutal. Les premières images fuitées sont floues, tremblantes, comme volées à la réalité par une main nerveuse, une silhouette masculine que l'on reconnaît sans effort. Bardella, un costume bleu nuit, trop formel, pour un lieu si intime. Il n'est pas en meeting, ni devant une caméra officielle, mais dans un petit salon, décoré simplement à la lumière chaude de quelques bougies. Tout ici détonne avec le décor attendu d'un homme politique. Et puis, il y a l'autre personne, floutée dans un premier temps, floutée comme pour protéger une identité encore trop dangereuse à révéler. Mais les contours ne mentent pas. Une gestuelle, une voix étouffée dans un rire, une main posée brièvement sur l'épaule de Jordan. Il n'y a pas de doute, ce n'est ni une journaliste, ni une conseillère, ni une figure publique connue, c'est une personne que personne n'aurait pu imaginer dans ce rôle-là. Et pourtant, une enquête anonyme commence à circuler dans les sphères politiques internes, des captures d'écran, des messages cryptés, des rendez-vous réguliers dans une propriété reculée au cœur du Vaucluse, où Jordan se serait rendu à plusieurs reprises seul, sans sécurité, sans chauffeur, des allées-venues enregistrées par des caméras de surveillance locales, mais curieusement jamais exploitées par les forces de l'ordre. Pourquoi une telle discrétion ? Pourquoi cette précaution presque paranoïaque? Et surtout, pourquoi tous ces éléments semblent-ils avoir été volontairement effacés des archives numériques officielles? Certains parlent déjà d'un système de double vie extrêmement sophistiqué, monté depuis plusieurs années en silence. Mais ce n'est pas tout, car ce que personne n'avait encore osé relier, c'est le nom d'un homme disparu mystérieusement, en 2021, ancien conseiller en communication proche du RN, retrouvé noyé dans la Seine dans des circonstances officiellement qualifiées d'accident, mais dont la famille a toujours nié la version officielle,
un homme dont le téléphone portable avait été localisé pour la dernière fois non loin de cette même propriété du Vaucluse. Et là, tout bascule, car dans les semaines précédant sa mort, cet homme avait adressé plusieurs mails à des journalistes indépendants parlant d'une affaire trop grande pour lui, d'une vérité qui, s'il la révélait, mettrait sa vie en danger. Le lien avec Bardella n'est jamais mentionné directement, mais une initiale revient souvent, J, suivi d'un symbole énigmatique. Les coïncidences s'accumulent et ne ressemblent plus à des coïncidences du tout. Pourquoi? Certains membres de l'entourage de Bardella ont brusquement quitté leur poste ces dernières semaines. Pourquoi certains comptes bancaires associés à une fondation caritative ont été gelés puis réactivés dans l'ombre? Et surtout pourquoi l'homme politique il choisit ce moment précis, ce contexte si fragile, pour révéler son union secrète? Les analystes ne savent plus sur quel pied danser entre admiration pour le courage ou suspicion extrême. Chaque mot prononcé, chaque geste passé est désormais réinterprété à la lumière de cette révélation explosive. Mais là où tout devient vertigineux, c'est lorsqu'un enregistrement audio non vérifié commence à circuler, une voix semblable à celle de Jordan, parlant d'une pression immense, d'une nécessité de protéger ce qu'il appelle la seule vérité qui compte. Une voix émue, brisée, parfois interrompue par des silences chargés de peur, un extrait troublant où il parle d'une trahison interne, d'une menace sur sa vie. Et puis ce carnet retrouvé par un ancien employé dans une résidence secondaire, un carnet manuscrit contenant des prénoms des lieux, des heures précises, et surtout une phrase répétée encore et encore dans les marges: protéger ce lien à tout prix. Quel est donc ce lien que Bardella voulait préserver, au point de bâtir toute une existence parallèle autour de lui? Quel est le véritable visage de cette histoire? Est vraiment une histoire d'amour ou une couverture soigneusement orchestrée pour dissimuler autre chose de bien plus dangereux? Une pièce manque encore au puzzle, mais elle est proche, trop proche pour ne pas être révélée bientôt, car une personne semble détenir toutes les réponses. Une femme restée dans l'ombre jusqu'à maintenant et qui vient d'envoyer une lettre ouverte aux médias. Une lettre dont le contenu pourrait faire basculer la vérité et révéler enfin ce que Jordan Bardella a vraiment tenté de cacher depuis tout ce temps. La lettre est arrivée sans avertissement, glissée dans une enveloppe blanche, sans expéditeur, déposée directement dans la boîte aux lettres d'un petit hebdomadaire indépendant installé à Lyon, une rédaction discrète mais réputée pour ses enquêtes redoutablement précises et sa résistance aux pressions politiques. À l'intérieur de l'enveloppe, une simple feuille au papier jauni, écrite à la main dans une encre noire au tracé ferme et régulier. Pas de formule de politesse, pas d'introduction, une seule phrase en haut de page: vous n'avez encore rien vu. Puis en dessous, une longue confession, un récit dense, haché par les émotions comme dicté dans l'urgence, mais avec une clarté glaçante. La femme s'identifie sous un prénom, Léa. Aucun nom de famille, aucune adresse, mais des détails précis, trop précis pour être inventés. Elle parle d'une relation cachée, d'une histoire commencée il y a plus de 5 ans. Bien avant que Jordan Bardella ne devienne ce qu'il est aujourd'hui, une histoire née dans l'ombre, protégée par la peur et le silence. Elle raconte les premières rencontres, les séjours clandestins, les discussions interminables sur l'avenir, sur la politique, sur les rêves étouffés par les responsabilités. Puis viennent les avertissements, les premiers de regard intrusifs, les téléphones qui s'éteignent tout seuls, les amis qui s'éloignent sans explication. Elle évoque une nuit en particulier, une nuit au bord du gouffre, où Jordan aurait admis être surveillé, où il aurait confié qu'un dossier compromettant circulait entre des mains puissantes, un dossier capable de ruiner non seulement sa carrière, mais de le mettre en danger physiquement. La lettre décrit aussi une étrange scène dans un hôtel près de Genève, où 2 hommes seraient venus frapper à la porte de leur chambre au milieu de la nuit, prétendant être des agents de sécurité, mais n'ayant aucun badge officiel, aucun nom identifié. Elle parle de la peur dans les yeux de Jordan ce soir-là et du message griffonné à la hâte sur un bout de serviette: « Si tu parles, je disparais. »
Mais le passage le plus troublant reste celui où Léa évoque une réunion tenue en 2022 entre plusieurs figures politiques et économiques, dans une villa en Corse. Une réunion que Jordan aurait été contraint d'annuler à la dernière minute officiellement pour raison de santé, mais officieusement parce qu'il avait découvert qu'on comptait l'enregistrer à son insu au sujet de sa double vie. Ce qui glace le sang, ce sont les dernières lignes de la lettre où Léa affirme détenir des preuves concrètes. Une série d'enregistrements audio et vidéo stockés sur un disque dur chiffré qu'elle aurait confié à une tierce personne avec pour consigne de les rendre publics si quelque chose lui arrivait. Elle déclare aussi avoir été suivie plusieurs fois ces derniers mois et d'y craindre pour sa vie, mais surtout, elle ajoute une information que personne n'avait encore révélée. Selon elle, Jordan Bardella n'aurait pas seulement caché une histoire d'amour, mais aurait été contraint de contracter un mariage arrangé dans le cadre d'un accord secret visant à préserver une façade politique impeccable. Un mariage blanc orchestré par des figures influentes du parti pour éviter tout scandale susceptible de faire basculer l'équilibre fragile au sommet du RN, et ce mariage qui devait n'être qu'un arrangement temporaire aurait pris une tournure plus sombre lorsqu'une vidéo compromettante de Léa et Jordan aurait été utilisée pour le faire taire définitivement. Léa affirme ne plus avoir eu de contact avec lui depuis plus de 3 mois, et redoute qu'il ait été contraint au silence, non par la peur, mais par une menace directe sur elle. À ce stade, tout devient vertigineux. Un mélange d'amour sacrificiel, d'intrigues politiques, de manipulation médiatique et de dangers bien réels rôde dans chaque ligne de cette confession. La rédaction du journal décide de ne pas publier immédiatement l'intégralité de la lettre, mais de lancer une contre-enquête discrète. Plusieurs journalistes sont envoyés sur les lieux cités dans la lettre, la villa en Corse, l'hôtel à Genève, la propriété du Vaucluse. Et ce qu'ils découvrent dépasse toutes les hypothèses, car à chacun de ces endroits, des témoins commencent à parler timidement. Des détails concordent, des images de surveillance, ressortent des réservations d'hôtels sous un faux nom, réapparaissent des enregistrements d'appels qui avaient été classés sans suite, sont rouverts. Soudain, la vérité commence à émerger, mais elle est encore plus sombre que prévu car un autre nom apparaît dans l'enquête, un nom lié à un ancien ministre, aujourd'hui, à la retraite, un homme que l'on croyait loin de tout cela et qui pourtant aurait participé activement à la dissimulation de certaines informations sur la vie privée de Bardella en échange d'un retour d'influence dans les cercles de pouvoir. Léa n'est plus seulement une figure fragile. Elle devient le centre d'un nœud d'intrigue où chaque fil tiré révèle une couche de secrets soigneusement enfouis. Et la question devient brûlante: jusqu'où peut-on aller pour préserver une image publique? Jusqu'où peut-on manipuler une vie privée pour en faire un outil politique? Le disque dur existe. Cela ne fait plus aucun doute. Mais ce n'est pas Léa qui en parle la première, c'est un informateur anonyme qui contacte l'un des journalistes chargés de l'enquête. Un message bref, sans signature, contenant une unique ligne. Je sais où il est accompagné d'une coordonnée GPS perdue au milieu du Massif central, à proximité d'un ancien relais radio désaffecté. Le journaliste s'y rend seul, équipé d'une caméra discrète et d'une lampe frontale. Il pénètre dans le bâtiment délabré entre les murs recouverts de graffitis et le silence écrasant des lieux oubliés de tous. Il trouve une boîte métallique enfermée dans un casier rouillé. La serrure a été forcée à la hâte, à l'intérieur. Un vieux disque dur externe protégé par une simple feuille plastique et une étiquette écrite à la main, JB, vérité, ne pas toucher. De retour à Lyon, l'équipe du journal décide de tout crypter, de travailler hors ligne, de peur d'être surveillé. La tension est palpable, chaque clic, chaque chargement de fichiers est vécu comme un compte à rebours. Le premier dossier contient des vidéos filmées sur plusieurs années, des instants volés de la vie privée de Bardella, dans des lieux inattendus, dans des positions vulnérables, des discussions intimes avec Léa, mais aussi avec d'autres personnes, dont certaines figures connues du paysage politique français. Une vidéo de 47 minutes tournée en caméra cachée dans une pièce faiblement éclairée. Jordan y apparaît, nerveux,
presque fébrile. Il parle à quelqu'un hors champ que l'on n'identifie pas. Sa voix tremble. Il dit « Je ne peux plus mentir, je vais imploser ». Il évoque la mise en scène de sa vie, la construction de son personnage politique, les pressions constantes, et surtout, il parle d'un pacte. Un pacte signé selon ses mots dans un domaine privé au sud de la France avec 3 hommes jamais nommés clairement, mais dont les initiales et les silhouettes filmées plus tard dans une autre vidéo font froid dans le dos. Ce sont des poids lourds de l'ombre du pouvoir français, un ancien directeur de la DGSI, un financier international et un membre influent d'une famille industrielle. Jordan, dans cette vidéo, confesse avoir été piégé très jeune, sélectionné pour devenir le visage moderne du nationalisme français, mais à condition de renoncer à toute liberté privée. Tout était écrit, même ses liaisons, même son célibat calculé, sa froideur publique, son silence sur certaines polémiques. Tout il affirme qu'on lui aurait promis une ascension irrésistible à condition de jouer le rôle prévu jusqu'au bout. Mais il a failli. Il le dit. Je suis tombé amoureux et je ne peux plus trahir ce que je ressens. Il confesse que Léa n'était pas censée exister, qu'elle représente la seule chose réelle dans un monde d'illusions. Il ajoute qu'un enregistrement compromettant de leur nuit à Genève circule déjà dans les réseaux souterrains et qu'il craint qu'elle ne soit utilisée pour la faire disparaître. Une autre séquence choquante montre un échange tendu entre Bardella et un homme que l'on identifie plus tard comme un ancien membre de son staff. On entend cet homme lui dire froidement « Si tu continues dans cette voie, tu signes ton arrêt de mort politique et peut-être plus que ça. » Jordan reste silencieux, le regard figé. Mais tout s'accélère quand dans les dossiers du disque dur apparaît un document intitulé « Trajectoire 2027 », une simulation stratégique sur plusieurs années où chaque déplacement, chaque prise de parole, chaque publication sur les réseaux est planifiée au millimètre près, mais le plus glaçant, c'est, la dernière page, un organigramme où les noms sont remplacés par des codes dont l'un correspond visiblement à Léa, et à côté une annotation effacée puis réécrite, éliminer le risque émotionnel. L'équipe du journal est prise de panique. Une décision est prise, ne rien publier pour l'instant, mais contacter Léa et la mettre en sécurité. Mais au moment de l'appeler, son téléphone est hors ligne. Sa dernière localisation connue date de 48 heures plus tôt dans une station-service près de Narbonne. Depuis, plus rien, elle n'a plus donné signe de vie ni à ses proches, ni à ses rares contacts. Le journaliste qui l'avait rencontré parle d'un regard inquiet ces derniers jours, d'une certitude viscérale qu'elle était suivie. Et soudain, une autre vidéo émerge sur le dark web, cette fois, publiée anonymement, un court extrait montrant une femme ressemblant fortement à Léa, attachée à une chaise dans une pièce mal éclairée. La vidéo est floue, la voix modifiée, mais une phrase est audible. On t'avait prévenu. Le choc est total. Le silence retombe, comme un couvercle sur une vérité trop lourde à porter. Les autorités refusent de commenter. Les proches de Bardella se murent dans un mutisme stratégique et lui-même a disparu des radars, plus aucune apparition publique depuis 6 jours. La France entière commence à frissonner, pas à cause d'un scandale politique classique, mais parce que ce qu'elle découvre n'est plus une affaire privée, mais un engrenage où la manipulation, le pouvoir, la surveillance et la peur se sont noués pour écraser une vérité humaine, et c'est là que tout s'arrête, l'image se fige, le silence se fait total. Un dernier souffle, une dernière lueur, dans les yeux de Léa, puis plus rien, plus de signal, plus de traces, plus de sons. Le disque dur semble avoir été intercepté, l'équipe de journalistes n'est plus joignable, leur compte désactivé, leur site hors ligne, une chape de plomb est tombée sur toute cette affaire, comme si une main invisible venait d'arrêter le temps. Mais il reste une question lancinante que tout le monde se pose. Pourquoi tant de silence, tant de disparitions, tant de manipulations? Si ce n'est pas pour cacher une vérité bien plus vaste, bien plus terrifiante que celle que l'on a déjà entrevue. Si Bardella a été choisi, modelé,
façonné pour incarner une image, une idéologie, un rôle. Alors qui tient vraiment les ficelles, qui a décidé du récit, qui a rédigé les règles, et surtout jusqu'où cela peut-il aller, et vous qui regardez cela jusqu'ici, vous devez comprendre que ce n'est plus simplement une histoire de sentiments, ni même de pouvoir. C'est une machine qui broie tout ce qui la contredit, tout ce qui la menace, tout ce qui ressent, tout ce qui aime, et si Léa disparaît, si Jordan se tait, s'ils effacent les traces, s'ils inversent la vérité, alors il ne nous reste qu'une seule arme, notre mémoire, notre lucidité, notre capacité à regarder au-delà du rideau. Et pour cela, vous devez rester, vous devez suivre, vous devez vous accrocher, car ce que vous venez de voir n'est que la première couche d'une vérité qui pourrait faire trembler les fondations même de ce pays. Alors abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer, car la suite arrive. Elle est déjà en marche, et ce que vous allez découvrir pourrait bien changer. À jamais ce que vous croyez savoir sur ceux qui dirigent, ceux qui mentent et ceux qui aiment en silence.